Je vais vous le demander une dernière fois, madame. Ce n'est pas votre place. Le commandant Richard Hammond se tenait dans l'allée de première classe, les bras croisés, sa casquette de pilote calée sous le coude, la voix suffisamment forte pour que tous les passagers de la cabine l'entendent. Maya Sterling leva les yeux vers lui depuis le siège 2A. Calme et sereine, elle n'avait pas élevé la voix une seule fois. « C'est ma place, commandant. J'ai déjà montré ma carte d'embarquement à votre collègue. Nous avons vérifié le système. Il y a eu une erreur. » Son ton contredisait ses paroles. Son ton était sans équivoque. « Vous n'avez rien à faire ici. Je peux vous faire débarquer de cet avion par la sécurité au sol, ou vous pouvez vous déplacer en classe économique sans envenimer la situation. » Quelqu'un au siège 4B sortit son téléphone, non pas pour aider, mais pour filmer. Un homme côté hublot, de l'autre côté de l'allée, ajusta sa veste et fixa son magazine d'un air insistant. L'hôtesse de l'air à l'origine de toute cette histoire se tenait à 1 mètre derrière le commandant de bord, les mains jointes sur les hanches, arborant un petit sourire satisfait qu'elle pensait invisible aux yeux de tous. Maya prit une profonde inspiration. Le silence régnait dans la cabine, ce silence qui survient lorsque 100 personnes décident simultanément que ce n'est pas leur problème. Elle jeta un coup d'œil à l'homme d'en face qui évitait son regard. Puis, d'une voix très basse, elle dit « Commandant Hammond, je vous prie de contacter votre centrale de contrôle. Je voudrais que vous vérifiiez l'attribution des sièges par rapport à la liste des passagers. » Sa mâchoire se crispa. « Je n'ai rien à vérifier. » Pourtant, chaque passager de cet avion allait assister au retournement de situation le plus spectaculaire de sa vie professionnelle. Pour comprendre comment un commandant de bord expérimenté d'une des compagnies aériennes les plus respectées d'Amérique en était venu à menacer une femme discrète en première classe de la débarquer de son propre vol, il faut remonter une quarantaine de minutes en arrière. Il faut comprendre qui était réellement Maya Sterling et non l'image que le commandant Hammond et son équipage avaient véhiculée d'elle dès son entrée dans l'avion. Mais avant tout, il faut comprendre comment elle s'est retrouvée au siège 2A. Non pas comme passagère, non pas grâce à un surclassement, mais comme titulaire d'un billet. Elle avait réservé elle-même son vol la veille au soir, en ligne, avec sa propre carte de crédit, sous un nom qu'elle utilisait rarement en public. Son deuxième prénom, le nom de sa grand-mère, un nom qui n'apparaissait dans aucun annuaire de direction, aucune liste de membres du conseil d'administration, aucun communiqué de presse. Elle l'avait fait intentionnellement. Elle l'avait fait comme elle faisait la plupart des choses, discrètement, délibérément, avec un but précis. Vol Meridian Sky Airlines. Le vol 1142, Atlanta-San Francisco, partait tous les mardis à 9h15. C'était l'une des lignes phares de la compagnie. Configuration premium, siège lie flat dans les 8 premières rangées de la classe affaires. Ma avait pris ce même avion 3 fois l'année précédente, toujours sous son vrai nom, toujours accueilli à la porte, toujours servi avec du champagne avant le décollage et appelé par son titre. Cette fois-ci, elle voulait voir autre chose. Elle voulait voir ce qui se passait quand personne n'était au courant, car les plaintes s'accumulaient sur son bureau depuis des mois. Des plaintes discrètes, du genre à tenir en une phrase, et qui ne faisaient jamais la une des journaux. Une grand-mère à Détroit, à qui l'on avait demandé 3 fois si son siège côté couloir était bien le sien. Un jeune homme à Chicago, à qui un agent d'embarquement avait dit que son billet de classe affaires paraissait suspect, et qu'il avait été mis à l'écart pour un interrogatoire plus poussé, alors que toutes les autres cartes d'embarquement passaient sans être scannées. Une médecin à Houston, à qui une hôtesse de l'air avait demandé si elle lisait suffisamment bien l'anglais pour comprendre les consignes de sécurité. Maya avait lu chacune de ces plaintes. Elle avait également lu les réponses internes. Des excuses, des rappels de formation, aucune conséquence. Les mêmes formules toutes faites, les mêmes dossiers classés sans suite, les mêmes noms d'employés apparaissant dans 3, 4, parfois 6 incidents différents sur une période de 12 mois. Elle avait décidé 2 semaines auparavant que la prochaine fois qu'elle prendrait un vol Meridian Sky, elle ne voyagerait pas en tant que PDG. Elle voyagerait comme une passagère, discrète, vêtue d'un blazer et d'un pantalon sombre, sans bijoux, sans entourage, avec un simple bagage cabine. Elle embarquerait avec les autres passagers de première classe. Elle prendrait place, elle ne se présenterait pas, elle observerait. Et puis, exactement comme elle l'avait espéré et comme elle l'avait craint, la compagnie aérienne lui a montré son vrai visage. À présent, le commandant Richard Hammond se tenait dans l'allée, lui ordonnant de quitter l'avion. L'hôtesse de l'air derrière lui, Caroline Bishop, avec 17 ans d'ancienneté chez Meridian Sky, acquiesçait comme témoin d'un crime qui n'avait pas encore été commis. L'homme au téléphone, en 4B, continuait de filmer.
La cabine était devenue suffocante. Et dans son siège, Maya Sterling, fondatrice et directrice générale de Meridian Sky Airlines, attrapa très lentement le porte-document en cuir qu'elle avait glissé sous le siège devant elle, celui qu'elle emportait toujours, celui dont personne dans la cabine ne se doutait qu'il allait anéantir 3 carrières avant même le décollage. Pour comprendre pourquoi ce qui allait se produire à bord de cet avion allait bouleverser toute une industrie, il faut savoir qui était vraiment Maya Sterling. Pas l'image que le capitaine Hammond s'était faite en la voyant, la vraie. Maya était née à Greenwood, une petite ville du delta du Mississippi, un endroit où les champs de coton s'étendaient jusqu'au parking de l'école primaire et où l'aéroport commercial le plus proche était à 2 heures de route à travers les champs. Son père était mécanicien, non pas de voiture, mais d'avion d'épandage. Il travaillait dans un hangar en tôle ondulée sur une piste d'atterrissage privée. Et depuis l'âge de 4 ans, sa mère s'asseyait à côté de lui sur un seau renversé et le regardait démonter et remonter des moteurs, les mains toujours imprégnées d'huile. Patience. Sa mère enseignait en CM2 à l'école publique du quartier. Elle avait obtenu une maîtrise par correspondance, en suivant un cours à la fois pendant 11 ans, tout en élevant 3 enfants. Elle lisait à Maya tous les soirs, des livres sur les pilotes, surtout Bessie Coleman, Amelia Earhart et les Tuskegee Airmen, des livres que sa mère devait aller chercher à la bibliothèque du comté, à 40 minutes de route, car celle de l'école ne les possédait pas. Quand Ma eut 9 ans, son père l'emmena voler pour la première fois dans un Cessna. Elle ne regarda pas par le hublot. Elle observa ses mains sur les commandes. Elle regarda les instruments. Elle posa des questions pendant les 45 minutes de vol. À l'atterrissage, elle avait déjà décidé de ce qu'elle ferait de sa vie. Elle comprit aussi, vers le même âge, que la vie ne lui faciliterait pas la tâche. Elle obtint une bourse partielle pour l'université aéronautique Embry-Riddle. Ses parents contractèrent un 2e prêt hypothécaire sur leur petite maison de Greenwood pour financer le reste. Elle étudia les sciences et la gestion aéronautique. Avec une double spécialisation en finance et recherche opérationnelle, elle a obtenu sa licence de pilote professionnel avant son 21e anniversaire. Diplômée avec mention, elle a ensuite découvert ce que toutes les femmes noires ayant tenté de devenir pilote de ligne ont découvert. Obtenir les qualifications est la partie facile. C'est l'autorisation de les utiliser qui est un véritable obstacle. Elle a postulé auprès de 7 grandes compagnies aériennes. Elle a obtenu 2 entretiens, mais aucune offre. Elle a vu des camarades blancs, avec des expériences de vol moins brillantes, être embauchés dès le premier tour. Elle ne s'est pas plainte publiquement. Elle n'a pas porté plainte. Elle a fait autre chose. Elle a décidé de créer la compagnie aérienne pour laquelle elle aurait dû pouvoir voler. Elle a passé 4 ans à travailler dans les opérations d'une compagnie régionale du Tennessee. Puis, tout en travaillant à temps plein, elle a obtenu son MBA à l'Université de Pennsylvanie en suivant des cours du soir. Elle a ensuite passé 5 ans au sein du département de planification stratégique d'une grande compagnie aérienne, apprenant chaque ligne du compte de résultats, chaque pression sur les marges, chaque vulnérabilité opérationnelle du secteur. Elle prenait des notes, remplissait d'épais classeurs, des pages et des pages de marge, de coûts de production et de coûts de main-d'œuvre, ainsi que de structures de location d'avions. À 36 ans, elle se rendit à une réunion avec 3 investisseurs institutionnels qu'elle avait courtisés pendant 2 ans et leur présenta un plan d'affaires de 140 pages pour une compagnie aérienne qui n'existait pas encore. Un transporteur domestique haut de gamme, une structure allégée, une flotte récente, une meilleure rentabilité et l'expérience client comme atout structurel plutôt que comme slogan marketing. L'investisseur principal, un certain Harold Greenfield, lui confia ensuite que c'était le plan le plus abouti qu'il ait vu en 23 ans d'investissement dans l'aviation. Il signa le premier chèque. Meridian Sky Airlines commença ses opérations avec 4 avions et 6 lignes. Maya était directrice générale, directrice des opérations et, à 3 reprises documentées au cours de la première année, copilote remplaçante lorsqu'un pilote titulaire fut victime d'une intoxication alimentaire et qu'elle se trouvait par hasard au même aéroport avec les certifications requises. C'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, Meridian Sky exploite une flotte de 40 et un avion desservant 63 liaisons entre villes en Amérique du Nord. Son chiffre d'affaires annuel a dépassé les 2 milliards de dollars lors de l'exercice précédent. La compagnie aérienne s'est classée parmi les 3 premières en termes de ponctualité pendant 3 années consécutives. Elle avait fait la une de 2 magazines économiques et en avait poliment décliné 6 autres. Elle siégeait au conseil d'administration de 2 universités, d'un hôpital pour enfants et d'une fondation aéronautique de sa ville natale qui, ces 4 dernières années, avait permis à 11 jeunes du delta du Mississippi de suivre une formation de pilote. Mais voici l'élément crucial
pour ce qui allait se produire dans la cabine du vol 1142. Maya détenait une participation majoritaire dans la compagnie aérienne. Non pas une participation majoritaire, mais une participation majoritaire. Grâce à une série d'accords financiers soigneusement structurés avec ses investisseurs initiaux, elle exerçait l'autorité finale sur les décisions relatives au personnel de direction dans toute l'entreprise. Pilote, personnel de cabine, personnel au sol, direction générale, chaque nom figurant sur chaque badge d'employé, des agents de piste à Memphis au commandant de bord des gros porteurs sur les lignes transcontinentales. Tous travaillaient sous ses ordres. Le commandant Richard Hammond n'en savait rien. Caroline Bishop n'en savait rien. Ils avaient observé Maya, vêtue de son blazer sombre et immobile, sur le siège 2A, un mardi matin, et s'étaient forgé une opinion sur elle à partir de leurs seules suppositions. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ces suppositions étaient erronées, et ils allaient le découvrir devant 147 témoins et une caméra de téléphone qui n'avait pas cessé d'enregistrer. L'embarquement avait commencé 40 minutes avant même que le commandant Hammond ne descende l'allée. Pour comprendre comment on en était arrivé là, il fallait remonter à la passerelle d'embarquement. Maya était entrée dans la zone d'embarquement à la porte B14 de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta à 7h45 du matin. Elle portait un cabas en cuir noir et un porte-documents fin. Elle était vêtue d'un blazer bleu marine foncé sur un chemisier crème, d'un pantalon slim, de petits talons et ne portait pas de parfum. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon bas et soignés à la base de sa nuque. Elle portait une seule bague, une simple alliance en or ayant appartenu à sa grand-mère. Ni montre, ni boucle d'oreille. Elle ressemblait en tout point à une femme en voyage d'affaires qui n'éprouvait aucun besoin de se mettre en valeur. Elle avait passé les 40 minutes précédentes dans le salon, à siroter un café noir et à observer le flot matinal de passagers dans le hall. Elle n'avait pas utilisé l'entrée VIP. Elle n'avait pas appelé à l'avance. Elle était entrée avec sa carte d'embarquement et sa pièce d'identité, comme tous les autres passagers. L'hôtesse du salon, une jeune femme nommée Priya, que Mia n'avait jamais rencontrée, l'avait accueillie chaleureusement et l'avait conduite dans un coin tranquille. Priya, avait remarqué Mia, l'avait traitée exactement comme tous les autres passagers qui franchissaient ses portes. Mia s'était promis de retenir le nom de Priya. À la porte d'embarquement, l'embarquement commença à 8h05. L'agent d'embarquement, un homme d'une 50aine d'années nommé Walter, appela les passagers de première classe. Mia se leva, rassembla ses affaires et rejoignit la courte file d'attente. 6 passagers la précédaient. Tous furent autorisés à passer après un rapide contrôle de leur carte d'embarquement. Le 7e passager, un homme noir d'un certain âge avec une canne, fut prié de s'écarter pendant que Walter vérifiait quelque chose dans le système. Mia observa la scène sans expression. Elle y prêta attention. Quand ce fut son tour, Walter scanna sa carte. Le scanner émit un bip vert. Il leva les yeux vers elle, puis baissa les yeux vers l'écran, puis... Il la regarda de nouveau. « Un instant, madame, dit-il. » Il tapota quelque chose. Le lecteur de carte d'embarquement n'avait pas besoin d'être utilisé. Maya resta parfaitement immobile. Après ce qui lui parut une éternité, mais qui, selon son calcul, dura environ 40 secondes, Walter leva les yeux et dit « Bon vol ». Son ton était neutre. Il ne sourit pas. Maya traversa la passerelle. Le monsieur âgé à la canne se tenait toujours au comptoir derrière elle, à qui l'on demandait une 2e pièce d'identité. À la porte de l'avion, la chef de cabine attendait. Son badge rouge affichait CAROLIN. Elle avait une 50aine d'années, les cheveux blonds tirés en un chignon bas et un rouge à lèvres couleur vin sec. Elle travaillait chez Meridian Sky depuis 17 ans, ce que Mia savait grâce au dossier du personnel qu'elle avait consulté 3 soirs plus tôt depuis son bureau. Caroline Bishop avait 4 plaintes officielles dans son dossier. 2 avaient été résolues par une formation de remise à niveau. 2 avaient été classées sans suite. La plus récente datait de 4 mois et concernait un passager de Détroit. Grand-mère. Caroline leva les yeux lorsque Mia monta à bord. L'accueil qu'elle avait adressé un instant plus tôt au couple blanc devant Mia ne se fit plus. Ses lèvres se pincèrent. Son regard parcourut rapidement le col de Mia, puis ses chaussures, avant de remonter. « Carte d'embarquement, s'il vous plaît. » Maya la lui tendit. Caroline la regarda Maya, puis la regarda de nouveau. « 2A, oui. Vous êtes sûr ?» Maya ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'installer un instant de trop. Puis, d'un ton très égal, elle dit « La carte d'embarquement indique 2A. » Le sourire de Caroline arriva tardivement et ne s'attarda qu'au coin de ses lèvres. « Bien sûr, par ici. »
Maya se dirigea vers le siège 2A et rangea son sac dans le compartiment à bagages. Elle glissa son porte-documents sous le siège devant elle. Elle s'assit. Elle boucla sa ceinture. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle n'établit aucun contact visuel avec les autres passagers de première classe, dont plusieurs la dévisageaient avec la même expression. Caroline était arrivée à la porte. L'homme en 2B, un homme corpulent en veste de sport à carreaux qui avait déjà fait embarquer 3 passagers avant elle, se décala légèrement vers la fenêtre lorsqu'elle s'assit. Il rapprocha un peu sa mallette. Il ne dit pas bonjour. Caroline revint 3 minutes plus tard avec le service de boisson avant le départ. Elle proposa du champagne à un A. Elle en proposa à un B. Elle en proposa à un C, un D, 2B, 2C et 2D. Arrivée à Maya en 2A, elle dit sans la regarder. « De l'eau, dit Maya. Je prendrai la même chose que tout le monde. Du champagne, s'il vous plaît. » La pause de Caroline fut brève. Elle n'était pas subtile non plus. Bien sûr. Elle revint avec une coupe de champagne. Elle la déposa sur le plateau de Maya avec un petit clic audible. La coupe était plus petite que celle qu'elle avait distribuée aux passagers de la première rangée. Maya le remarqua. Elle ne dit rien. Elle prit la coupe, but une petite gorgée et la reposa. Elle ouvrit. Elle ouvrit son porte-documents, juste assez pour en retirer une feuille, une impression. Elle la posa sur le porte-documents fermé, y appuya légèrement la main et attendit. Les ennuis commencèrent environ 11 minutes plus tard. L'embarquement pour la cabine principale était à mi-chemin lorsque Caroline Bishop remonta l'allée depuis la cuisine arrière, une tablette à la main et une expression particulière sur le visage. L'expression de quelqu'un qui réfléchit longuement et qui a décidé de passer à l'action. Elle passa devant la première rangée sans s'arrêter. Elle s'arrêta à la deuxième. « Madame, je suis désolée de vous déranger. Puis-je revoir votre carte d'embarquement ?» Maya leva les yeux. « Bien sûr. » Elle fouilla dans la poche de son blazer et sortit la carte d'embarquement qu'elle avait pliée. Elle la lui tendit. Caroline la regarda, puis elle regarda sa tablette, puis elle regarda de nouveau la carte d'embarquement. L'homme en 2B observait maintenant, non pas ouvertement, mais du coin de l'œil, comme quelqu'un qui fait semblant de lire les consignes de sécurité. La femme en 1D s'était légèrement tournée sur son siège. Le silence n'était pas encore total dans la cabine, mais un petit groupe d'attention s'était formé autour de la deuxième rangée et commençait à s'étendre. « Il semble y avoir un problème avec notre système, madame, » dit Caroline. Sa voix était posée, assez forte pour être entendue, mais assez douce pour trahir son inquiétude. Le siège de A apparaît comme non attribué sur ma liste de passagers. Maya garda un ton neutre. Le panneau d'enregistrement des cartes d'embarquement indique 2A. L'agent d'embarquement m'a scanné sans problème. Ce siège est à moi. Je comprends, madame, mais c'est notre liste de passagers internes qui détermine l'attribution des sièges. Si le système l'indique comme non attribué, je dois vérifier comment vous vous retrouvez assise ici. Vous pouvez le vérifier en regardant votre carte d'embarquement. Top 2. Yadaïa. Un sourire crispé se dessina au coin des lèvres de Caroline. Je vais devoir vous demander de vous lever le temps de régler ce problème. Maya ne bougea pas. Je ne me lèverai pas. J'ai acheté ce siège. Je me suis enregistré. On m'a remis ma carte d'embarquement. J'ai été scanné avec ma carte d'embarquement. S'il y a une erreur dans votre système interne, c'est à la compagnie aérienne de la résoudre. Ce n'est pas une raison pour que je cède ma place. Caroline se redressa. Elle glissa sa carte d'embarquement dans la poche avant de son étui de tablette. « Je vais devoir parler au commandant de bord. »« Vous pouvez le faire. Je reste ici. » Caroline s'avança vers le cockpit. La cabine était plus calme maintenant. L'homme en 2B avait abandonné toute prétention de lire et fixait ouvertement la scène. La femme en 1D s'était complètement retournée. De l'autre côté de l'allée, une jeune femme en 2C, brune, la vingtaine, vêtue d'un pull gris clair et d'un jean foncé, observait la scène avec une expression que Maya reconnut immédiatement. L'expression de quelqu'un qui a déjà vu ça, qui a déjà subi la même chose, et qui, à cet instant précis, est en train de décider quoi faire. La jeune femme en 2C fouilla dans la pochette du siège devant elle, sortit son téléphone et le posa sur sa tablette. Ni trop haut, ni trop bas, juste ce qu'il fallait. Dans la rangée derrière, l'homme en 4B, qui était resté sur son téléphone depuis l'embarquement, l'avait également remarqué. Il tourna son téléphone sur le côté et l'appuya contre le dossier du siège devant lui. Il ne prit même pas la peine de le cacher. Il filmait parce qu'il en avait envie. Par solidarité ou par goût du spectacle, on ne savait pas trop. Caroline revint du cockpit 90 secondes plus tard. Le commandant Richard Hammond l'accompagnait. C'était un homme grand,
la cinquantaine bien sonnée, les épaules larges, les cheveux gris fer coupés courts, et le visage marqué par des décennies passées, à toujours avoir raison. Il portait les 4 galons dorés d'un commandant de bord expérimenté. Ses chaussures étaient cirées, sa cravate était bien nouée. Il tenait son chapeau sous le bras et marchait d'un pas tranquille, comme un homme qui n'avait jamais eu à accélérer le pas. Il s'arrêta près de la 2e rangée. Il ne regarda pas l'homme en 2B. Il ne regarda pas la femme en 2C. Il regarda Maya. « Madame, je suis le commandant Hammond. Je crois comprendre qu'il y a un problème avec votre place. » « Il n'y a aucun problème avec ma place, commandant. Il y a apparemment un problème avec votre liste d'embarquement. Ce sont 2 choses différentes. » La mâchoire de Hammond se crispa légèrement. Il n'avait pas l'habitude d'être repris par qui que ce soit, et encore moins par un passager, et certainement pas par celle-ci. Il avait manifestement été briefé par Caroline sur le chemin du retour, et le mot « politesse » n'y figurait pas. « Madame, je vous demande de bien vouloir quitter votre siège et de me suivre jusqu'à la passerelle afin que nous puissions régler ce problème sans retarder le vol. » Commandant, je ne retarde pas le vol. Je suis assise à ma place. C'est vous qui retardez le vol en restant debout dans l'allée. La solution la plus simple serait que votre collègue confirme la validité de sa carte d'embarquement et me la rende, afin que l'embarquement puisse se poursuivre. Un muscle du cou de Hammond se contracta un instant. Il jeta un coup d'œil à Caroline. Caroline hocha légèrement la tête, presque imperceptiblement, le genre de signal échangé entre personnes qui en ont déjà discuté et décidé de la réponse avant même de remonter l'allée. Hammond se retourna vers Maya. Sa voix baissa d'un ton, sans toutefois devenir plus douce. « Madame, je vais vous poser la question une dernière fois. » Maya ne le quitta pas des yeux. Elle ne haussa pas la voix. Elle ne retira pas la main de l'impression posée sur son porte-document fermé. Elle dit simplement « Capitaine Hammond, avant de me reposer la question, j'aimerais que vous fassiez 3 choses. » Hammond cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à une liste. Premièrement, j'aimerais que vous appeliez votre répartiteur et vérifiez l'attribution des sièges auprès du système central de réservation de la compagnie aérienne, et non sur la liste de cabines que tient votre hôtesse de l'air. Les 2 systèmes peuvent afficher des données différentes en cas de changement récent d'attribution, et le système central fait foi. Deuxièmement, je vous prie de demander à votre collègue de me rendre ma carte d'embarquement qu'elle a rangée dans sa tablette il y a 3 minutes et qu'elle ne m'a toujours pas rendue. Troisièmement, je souhaite que vous constatiez officiellement que vous me demandez de quitter un siège que j'ai payé et pour lequel j'ai reçu une carte d'embarquement sur la base d'une divergence de données internes qui n'a pas été vérifiée auprès du système source. Un silence de mort s'était installé dans la cabine. Un passager ne parle pas ainsi. Un passager ignore l'expression « système central de réservation ». Un passager ignore que le manifeste de cabine et le système de répartition peuvent diverger. Un passager ne demande pas qu'une action soit consignée par écrit. Hammond sentit le coup tomber. Il ne le comprenait pas encore, mais il le sentit. Il se reprit rapidement. 31 ans dans le cockpit lui avaient appris à réagir vite. Il redressa les épaules. Il baissa encore un demi-ton jusqu'au registre qu'il utilisait au micro pour faire asseoir les passagers sans discuter. « Madame, je ne sais pas qui vous croyez être, mais à bord de cet avion, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin d'appeler le centre de contrôle. Je n'ai pas besoin de confirmer quoi que ce soit officiellement. Ce que je veux, c'est que vous quittiez votre siège et quittiez cet avion, sinon je vous ferai débarquer. » Derrière lui, en 2C, la jeune femme au téléphone inclina légèrement son appareil pour mieux filmer le visage de Hammond. En 4B, l'homme qui filmait se pencha ouvertement en avant. Maya ne bougea pas. « Commandant, je vais vous poser une question, et je vous prie de bien réfléchir avant d'y répondre. Refusez-vous de vérifier l'attribution d'un siège auprès du système central de votre compagnie ? » « Je refuse de discuter avec vous, madame. Ce n'est pas la question que j'ai posée. » Une rougeur commença à monter au cou de Hammond. Ce n'était pas de la gêne. C'était la rougeur qui envahit un certain type d'homme lorsqu'il comprend que la personne en face de lui ne lui donnera pas ce qu'il veut et que ses méthodes habituelles sont inefficaces. C'était la rougeur qui précède les mauvaises décisions. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour s'adresser à Caroline, sans quitter Maya des yeux. « Appelez la sécurité au sol, qu'ils nous accueillent à la porte. » Caroline acquiesça et décrocha l'interphone de son support sur la cloison. Puis, au siège 2D, un événement imprévu se produisit. Un homme se leva, la soixantaine bien entamée, les cheveux blancs, minces. Il portait un costume gris sur mesure d'au moins 15 ans qui avait bien vieilli. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'embarquement.
Il lisait un livre relié à la jaquette usée. Il n'avait même pas levé les yeux lors de l'échange des cartes d'embarquement, mais il se leva à présent et, dans l'étroit espace entre son siège et la cloison, se tourna vers le commandant Hammond. « Excusez-moi, commandant, je m'appelle Edward Caldwell. J'ai parcouru plus de 6,4 millions de kilomètres avec cette compagnie. Je suis membre Diamond Elite depuis 9 années consécutives. Et c'est à... Je viens de visionner les 6 dernières minutes de cet échange et je tiens à préciser, pour que cela soit consigné, que cette passagère n'a rien fait qui justifie son débarquement. Elle s'est exprimée avec plus de calme et de précision que n'importe lequel d'entre nous ne l'aurait fait dans la même situation. Je voudrais donc demander, en mon nom propre, pourquoi votre collègue n'a pas demandé à voir ma carte d'embarquement une seconde fois, mais a demandé la sienne. » Hammond se tourna vers lui avec une expression qui laissait deviner que, durant ses 31 ans de carrière, il n'avait jamais été interrogé publiquement dans sa propre cabine par un passager. « Monsieur, veuillez vous asseoir. Je vais m'asseoir, commandant. Mais je veux que mon objection soit notée, et je voudrais que le monsieur derrière moi, avec le téléphone, continue d'enregistrer. » L'homme en 4B hocha la tête en silence et ajusta son angle. Edward Caldwell se rassit. Il reprit son livre. Il ne regarda pas Maya. Ce n'était pas nécessaire. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Traverser l'allée. La jeune femme en Toussi, Ranata Cole, avocate en 2e année dans un cabinet spécialisé dans les droits civiques à San Francisco, rentrant d'une déposition, expira très lentement par le nez. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle retenait sa respiration. Elle continua de filmer. Hammond était rouge comme une tomate. Il me regarda de nouveau. La cabine, jusque-là immobile, était maintenant glaciale. C'était le silence de 147 personnes qui avaient compris collectivement que ce qui se passait au 2e rang n'allait pas se terminer comme le commandant de bord l'avait imaginé. Il avait commis sa dernière erreur. « Ça suffit, dit-il. Dehors. » Maya le fixa longuement. Un regard qui n'était pas tout à fait un regard fixe. Un regard qui scrutait une personne entière, des chaussures cirées aux 4 galons dorés, en passant par le rougeur du col et le tic musculaire de la mâchoire, et qui enregistrait tout avec la précision calme d'une femme qui avait passé sa vie à collecter des données. Puis elle dit très doucement « Capitaine Hammond, je souhaiterais que cet instant soit officiellement consigné. Pourriez-vous indiquer à l'ensemble du personnel de cabine le motif de mon débarquement ? Je ne vous dois aucune justification, madame. » Si, justement. Selon la réglementation fédérale, un transporteur aérien ne peut refuser un passager que pour des raisons spécifiques et énumérées. Je vous demande de préciser laquelle s'applique. Un léger bruit provenait de la cabine de dit. Edward Caldwell n'avait pas levé les yeux de son livre, mais le coin de sa bouche avait bougé. La voix de Hammond monta d'un ton. « Vous entravez le travail d'un membre d'équipage. Je suis assis, je n'ai pas élevé la voix, je ne me suis pas levé, je n'ai pas refusé une consigne de sécurité. L'enregistrement que vos compagnons de voyage réalisent le prouve. Si vous comptez me débarquer pour entrave au travail d'équipage, vous devrez justifier cette qualification dans un document fédéral et vous devrez le faire sur la base de cette vidéo. » Hammond resta bouche bée. Un silence passa, puis il dit « On verra bien. » Caroline était déjà en ligne. Maya l'entendit dire « Sécurité au sol, porte B14 », immédiatement dans le combiné. D'une voix basse et pressante, Maya annonça que les 2 agents de sécurité au sol seraient là dans les 90 secondes. Elle le savait, car elle avait personnellement validé les normes de temps de réponse pour les opérations du hub de Meridian Skies 18 mois auparavant. Elle avait 90 secondes. Elle n'en avait pas besoin. Elle retira la main du document imprimé qui reposait sur son porte-document fermé depuis tout ce temps. Elle ne se leva pas. Elle ne haussa pas la voix. Elle retourna simplement le document, le fit glisser sur sa tablette et le souleva juste assez pour que le commandant Hammond, debout dans l'allée à une 30aine de centimètres, puisse le lire. C'était une page à en-tête, avec le nom Meridian Sky Airlines en relief. En dessous, une note de service imprimée, datée de 3 jours plus tôt. Objet. Calendrier trimestriel d'évaluation des performances des pilotes, T3. Destinataire. Direction générale, vice-président des opérations aériennes, directeur des normes de pilotage. Sous l'objet, une liste de noms. Le nom du commandant Richard Hammond y figurait. En dessous, une seule ligne. En attente d'examen par 3, procédure d'escalade des plaintes des passagers ouverte conformément à la directive exécutive. Au bas de la page, un bloc de signature. La signature était une écriture cursive nette et cursive. Au-dessus, le nom imprimé. Maya Asterling, directrice générale. Hammond l'a lu. Il l'a relu. La rougeur qui lui montait au cou changea de direction.
Elle quitta son visage, des joues jusqu'aux orteils. Sa bouche, jusque-là crispée comme celle d'un homme donnant des ordres, se relâcha. Ses yeux firent ce que font les yeux quand le cerveau refuse d'accepter ce qui se trouve devant eux. Ils passèrent de la signature au nom imprimé, puis de nouveau à la signature, comme pour vérifier la concordance. Et c'était le cas. Il leva les yeux de la page. Il regarda Maya. Il regarda la page. Il regarda de nouveau Maya. Caroline avait raccroché l'interphone. Elle ne s'était pas encore retournée. Elle était toujours face à la cloison, le combiné à la main, quand Hammond dit sans quitter Maya des yeux « Caroline, annulez la sécurité ». Caroline se retourna. « Quoi ? Annuler la sécurité. Capitaine, ils sont déjà en route. Rappelez-les et annulez. » Sa voix avait changé. Elle était toujours grave, mais l'autorité l'avait quittée. Elle avait été remplacée par quelque chose de fluet et légèrement creux. La voix d'un homme qui venait de découvrir que le sol sur lequel il se trouvait n'était pas celui qu'il croyait. Caroline reprit l'interphone. Maya vit sa main trembler légèrement tandis qu'elle composait un numéro. Caroline n'avait pas encore vu le document. Elle ignorait ce qui venait de se passer. Elle savait seulement que le commandant avait fait demi-tour en plein retrait devant une cabine pleine de passagers dont 2 filmaient et que quelque chose avait mal tourné avec le script sur lequel elle travaillait. Hammond s'éclaircit la gorge. Il n'avait pas quitté le document des yeux. Sa main se leva lentement. Il tendit le bras comme pour le prendre, puis s'arrêta, comme s'il avait compris à la dernière seconde qu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour le faire. « Mademoiselle Sterling », dit-il. Le nom sortit avec précaution, comme un mot qu'il venait d'apprendre. « Je tiens à m'excuser pour la confusion. » Ma laissa ces mots résonner un instant. Elle laissa la situation en suspens, suffisamment longtemps pour qu'Edward Caldwell, en 2D, lève les yeux de son livre. Le temps pour que Ranata Cole, en 2C, ajuste à nouveau son téléphone. Le temps pour que l'homme en 4B se penche en avant. Puis, d'une voix très calme, elle déclara « Commandant, il ne vous incombait pas de dissiper la confusion en vous excusant. Il vous incombait de l'éviter en suivant la procédure. Nous allons discuter plus en détail de cette différence. Veuillez retourner au cockpit. Nous avons un vol à effectuer. » Hammond ne bougea pas immédiatement. Il resta immobile dans l'allée, figé comme lorsqu'on n'a pas encore assimilé l'information. Sa main était toujours à demi tendue vers le document. Sa bouche était encore légèrement ouverte. Les 4 galons dorés sur sa manche, qui avaient paru si importants 90 secondes plus tôt, apparaissaient maintenant, sous la vive lumière de la cabine, pour ce qu'ils étaient. Des morceaux de tresse métallique cousus sur un morceau de tissu. « Mademoiselle Sterling », répéta-t-il, plus bas cette fois, « je veux être sûr d'avoir bien compris. »« Totatian, vous êtes. » Je suis le directeur général de cette compagnie aérienne, commandant de bord. Je suis également, comme vous pouvez le constater sur le document devant vous, le cadre qui a signé votre dernier rapport trimestriel. De plus, et c'est plus pertinent pour ce matin, je suis un passager payant muni d'une carte d'embarquement valide pour le siège 2A du vol 1142. Chacun de ces 3 faits, pris séparément, me donne droit au siège que j'occupe actuellement. Considérés ensemble, ils font de votre comportement de ces dernières minutes un point qui sera examiné en détail. Il hocha la tête. Un petit hochement saccadé, celui d'un homme à court de réplique. « Commandant, veuillez retourner au cockpit. L'avion doit suivre un horaire. » Il se retourna. Il s'avança dans l'allée. Il ne regarda pas Caroline en la dépassant. Il ne regarda aucun des passagers de la première rangée. Il franchit la porte du cockpit et la referma derrière lui avec le clic discret d'un homme qui aurait ardemment voulu la claquer, mais n'en avait pas le droit. Caroline se tenait toujours près de la cloison, l'interphone à la main. La sécurité au sol avait été annulée. Les 2 agents qui descendaient la passerelle en courant s'étaient arrêtés à la porte, avaient échangé un regard perplexe avec l'agent d'embarquement, puis s'étaient retournés. Caroline avait maintenant environ 40 secondes pour réaliser qu'elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer et que, quoi que ce soit, c'était mauvais signe. Elle regarda Maya. Son rouge à lèvres bordeaux avait légèrement bavé au coin de ses cheveux. Son chignon serré n'avait pas bougé, mais tout le reste de son visage était déformé. Musique. Mia la regarda en retour, non pas avec colère, mais avec le pire, de la reconnaissance. « Caroline, » Mia dit, « tu peux me rendre ma carte d'embarquement maintenant. » Caroline se déplaçait comme une personne dont les articulations avaient été remplacées par des tissus plus rigides que des os. Elle fit les 6 marches qui séparaient la cloison de la rangée 2. Elle ouvrit la poche avant de sa tablette. Elle sortit la carte d'embarquement. D'une main qui tremblait désormais,
Elle la tendit à Maya. Maya la prit. Elle le posa sur son porte-documents fermé, à côté de l'impression. Elle ne dit pas merci. Cette omission était délibérée. C'était un détail. La version la plus infime de ce que Caroline faisait aux passagers depuis 17 ans. Le refus d'une simple politesse. Caroline le sentit. Sa gorge se serra. « Caroline, veuillez procéder à l'embarquement. Le chargement de la cabine principale n'est pas terminé. Nous avons un vol à assurer. »« Oui, mademoiselle Sterling. » La voix sortit d'une voix que Caroline ne reconnut pas. Maya se tourna légèrement vers le siège 2D. Edward Caldwell la regardait maintenant ouvertement, avec une expression qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui s'en approchait. L'expression d'un homme âgé qui vient d'assister à quelque chose qu'il pensait ne jamais voir de son vivant. « Monsieur Caldwell, » dit Maya, « merci d'avoir pris la parole. C'était important, on s'en souviendra. » Il inclina la tête. « Madame, j'ai une petite fille de 15 ans. Elle rêve de devenir pilote. Je voudrais qu'elle puisse voler pour une compagnie aérienne où ce qui vient de vous arriver ne pourra pas se reproduire. Alors, nous œuvrons tous pour le même objectif. Monsieur, je vous remercie. » Elle se tourna vers l'autre côté de l'allée. Ranata Cole, la jeune femme assise en 2C, avait baissé son téléphone. Elle n'avait pas arrêté d'enregistrer. Elle l'avait simplement placé à un endroit moins visible. Son visage était soigneusement neutre, la neutralité d'une avocate. Madame Mia dit « Cole, Ranata Cole, mademoiselle Cole, puis-je vous demander ce que vous faites ? Je suis avocate, spécialisée dans les litiges relatifs aux droits civiques au cabinet Howard, Sterling et Park, à San Francisco. » Mir s'autorisa pour la première fois de la matinée un petit sourire sec. « Nous avons des bureaux dans votre immeuble. Je le sais, mademoiselle Sterling. Vous allez garder ces images, peu importe qui je suis. Oui, madame, c'est bien moi. Bien. » Maya se retourna. Elle remit sa carte d'embarquement et l'impression dans sa pochette et la referma. Elle prit le petit verre de champagne que Caroline avait posé sur son plateau, le tint un instant, le regarda, puis le reposa sans y boire. Dans la cabine, les conversations reprenaient. Ce n'étaient plus les mêmes. L'homme en 2B, qui avait resserré sa mallette 1 heure plus tôt, fixait maintenant la cloison avec cette concentration qu'on utilise pour éviter de regarder ce qu'on ne peut plus oublier. Une femme en 1B chuchotait avec urgence à son compagnon. L'homme en 4B, téléphone au poing, avait arrêté de filmer, mais n'avait pas rangé son téléphone. L'embarquement continua. La cabine principale se remplit, la passerelle se rétracta. L'avion quitta la porte B 14 à 9h17, avec 2 minutes de retard. La voix du commandant Hammond retentit dans l'interphone. Pour l'annonce de sécurité. C'était calme, c'était professionnel, c'était la voix d'un homme jouant le rôle de commandant de bord. En dessous, audible seulement pour ceux qui y prêtaient attention, il y avait autre chose, le son d'une carrière de 31 ans qui venait de s'achever. Elle arpentait encore les rues, vêtue d'un uniforme qu'elle n'avait pas encore ôté. Le vol pour San Francisco durait 4h41. Maya ne travaillait pour aucun d'eux. Elle n'ouvrit pas son ordinateur portable. Elle ne passa pas d'appel. Elle ne lut pas les documents de briefing qu'elle avait apportés. Assise au siège 2A, les mains jointes sur les genoux, elle pensa à son père, qui lui avait appris à écouter un moteur. Elle pensa à sa mère, qui avait fait 40 minutes de route aller-retour jusqu'à la bibliothèque du comté pour trouver des livres sur les femmes noires pilotes. Elle pensa au monsieur âgé à la canne, mis à l'écart à la porte B14, et dont elle confirmerait plus tard qu'il avait raté son vol à cause de la longueur de la vérification secondaire. Elle pensa à sa grand-mère à Detroit, au médecin à Houston et au jeune homme à Chicago, dont les plaintes avaient atterri sur son bureau ces derniers mois. Elle pensa à Caroline Bishop, qui se trouvait sans doute quelque part dans la cuisine arrière, en train de se demander ce qu'elle allait bien pouvoir dire à son mari en rentrant. Maya n'éprouvait aucune pitié pour Caroline. Elle n'éprouvait pas non plus de triomphe. Elle ressentait la fatigue particulière de quelqu'un qui vient de confirmer ce qu'il savait déjà et pour qui il avait tout fait pour éviter d'avoir à le faire. Caroline ne retourna pas à son siège, le 2A, pour le reste du vol. Le service avant l'arrivée était assuré par une autre hôtesse de l'air, une jeune femme nommée Dianiela, qui avait manifestement reçu des instructions pendant la croisière. Dianiela était professionnelle, polie, et s'efforçait visiblement de ne pas aggraver la situation en n'étant ni trop chaleureuse ni trop froide. Elle proposa une serviette chaude à Mia, qui l'accepta. Elle lui proposa ensuite le petit déjeuner, qu'elle prit. Elle lui offrit un café, qu'elle accepta également. La petite coupe de champagne avait été discrètement retirée pendant la montée et remplacée sans un mot par la plus grande. Maya le remarqua. Elle n'y fit aucune remarque. Le commandant Hammond fit une dernière annonce pendant le vol.
Il précisa qu'il survolait l'ouest du Kansas, que le vol serait calme pendant l'heure à venir et qu'il prévoyait d'atterrir à San Francisco quelques minutes en avance. Sa voix était la même qu'au début du vol, professionnelle, agréable, mais sans relief. Maya songea à tous ses autres commandants, sur toutes ces compagnies aériennes, tous ces mardis matins, qui avaient utilisé exactement la même voix au micro après un incident similaire. Cette pensée ne la réconforta pas. L'avion atterrit à l'aéroport international de San Francisco à 11h04, heure locale. Il se dirigea vers la porte A8. Le signal sonore des ceintures retentit. Les passagers commencèrent à se lever. Maya ne se leva pas immédiatement. Elle laissa la cabine se vider devant elle. Edward Caldwell, en deuxième classe, prit son livre relié et son petit sac en cuir et marqua une pause en s'engageant dans l'allée. « Mademoiselle Sterling, Monsieur Caldwell, je serais ravi de voler à nouveau avec votre compagnie. »« Moi aussi, monsieur. » Il inclina la tête une nouvelle fois. Elle s'avança vers la porte. Ranata Cole, en 2C, se leva et sortit son téléphone de la pochette de son siège. Elle ne dit rien. Inutile. Elle croisa simplement le regard de Mia un instant, hocha légèrement la tête et quitta l'avion, avec une efficacité tranquille qui laissait deviner qu'elle avait déjà un plan précis pour la suite. Mia la regarda partir. Elle savait exactement ce qui l'attendait dans sa boîte mail à la fin de la journée. Maya fut la dernière passagère de première classe à se lever. Elle prit son sac dans le compartiment à bagages. Elle glissa son porte-documents sous son bras. Elle fit les 4 marches jusqu'à la porte de la cabine. Caroline était à la porte. C'était son rôle. La chef de cabine disait au revoir aux passagers à leur descente. Maya avait elle-même consulté le manuel de formation 2 ans plus tôt, lors d'un audit complet des procédures en contact avec la clientèle. Le rouge à lèvres bordeaux de Caroline avait été retouché pendant la croisière. Son chignon avait été resserré. Son sourire, le sourire qu'elle s'efforçait d'afficher, le sourire de départ habituel, ne dépassait pas ses pommettes. « Bonne journée, mademoiselle Sterling. » Maya s'arrêta, pas de façon dramatique. Elle marqua simplement une pause, comme on s'apprête à ajouter quelque chose. « Caroline, vous recevrez une notification des ressources humaines d'ici la fin de la journée. Vous serez mise en congé administratif le temps d'une enquête. Cette enquête sera menée par un cabinet externe afin de garantir son indépendance. Vous aurez la possibilité de réagir aux conclusions. Sachez que cette procédure ne concerne pas uniquement les événements de ce matin. Elle s'inscrit dans un schéma récurrent que j'observe depuis un certain temps. Je tiens à ce que vous compreniez cette distinction. » Caroline ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. « Je veux aussi que vous compreniez une autre chose, » dit Maya d'une voix basse. Les quelques passagers qui la suivaient dans l'allée ne l'entendirent pas. « Je ne suis pas votre problème. Je ne l'ai jamais été. La grand-mère à Détroit n'était pas votre problème. Le médecin à Houston n'était pas votre problème. Votre problème, c'est la part de vous qui a pris cette décision au moment où ces passagers... » Elle franchit cette porte, convaincue qu'il posait un problème. C'est ce qui fait l'objet de l'enquête. Je vous souhaite bonne chance pour répondre de vos actes. Elle franchit la porte et s'engagea sur la passerelle. Elle ne se retourna pas. Lorsque Maya atteignit le terminal, les choses étaient déjà bien enclenchées. Elle n'avait pas eu besoin de les mettre en marche. Elle les avait déclenchées 3 jours plus tôt en signant la note de service trimestrielle, désormais rangée dans son porte-documents. Elle les avait déclenchées 2 semaines plus tôt en décidant de réserver le vol au nom de sa grand-mère. Elle les avait déclenchées des mois plus tôt en demandant à son chef de cabinet de rassembler toutes les plaintes des passagers des 14 derniers mois et de les trier par employé, par itinéraire et par critères démographiques. Les choses étaient en cours depuis longtemps. Ce matin n'avait fait que leur donner une destination. Elle se dirigea vers le trottoir au niveau des arrivées. Une voiture noire l'attendait. Son chef de cabinet, Marcus Webb, se tenait à côté. Il avait 34 ans, était un ancien officier de logistique de la marine et la seule personne chez Meridian Sky, en dehors du service juridique, à être au courant des agissements de Maya. Le matin. Il la regarda un instant et ne posa aucune question. Il ouvrit la porte. Elle monta. Il monta de l'autre côté. « C'est terrible, » dit-il. « Aussi terrible que prévu. Pire à certains égards, mieux à d'autres. Il y a une vidéo. 2 passagers ont filmé depuis le début. L'un d'eux est avocate spécialisée dans les droits civiques dans un cabinet avec lequel nous partageons déjà des locaux. L'autre est un client de longue date qui s'est levé dans la cabine et a protesté publiquement. » Marcus expira. « Publiciser. Publicité. Le commandant Hammond, c'est lui qui a exigé mon débarquement. Il a cédé quand je lui ai montré le rapport. Il a mal géré la situation. Et la chef de cabine, Bishop. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a pris ma carte d'embarquement et a refusé de me la rendre.
C'est elle qui a appelé le commandant. Elle n'a pas lâché prise. Même après que Hammond a cédé, elle a continué. Elle cherchait encore le script quand j'ai quitté l'avion. Marcus hocha lentement la tête. L'agent d'embarquement, Walter quelque chose. Il m'a repéré au scanner. Il a aussi repéré un homme noir âgé avec une canne. Avant moi. Ce monsieur a raté son vol. Je veux qu'on le retrouve aujourd'hui. Je veux que je l'appelle personnellement. Je veux qu'il prenne le vol qu'il devait prendre en première classe, à nos frais, aujourd'hui si possible, demain au plus tard. Je veux également qu'il reçoive des excuses écrites, signées de ma main. C'est fait. Priya, l'hôtesse du salon, je ne connais pas son nom de famille, qui travaillait à 8 heures au salon exécutif, hall de la Porte B, était aimable et compétente. Elle m'a traité comme tous les autres passagers. Je veux son nom et je veux qu'il soit communiqué au responsable du service clientèle d'ici la fin de la journée. Je veux qu'elle soit reconnue. C'est fait. Et Marcus? Oui. Je veux les coordonnées de Ranata Cole, du cabinet Howard Sterling et Park de San Francisco. Je veux un rendez-vous avec l'associé gérant de son cabinet dans la semaine. Non pas pour un règlement à l'amiable, mais pour un audit structurel. Je veux qu'un cabinet externe spécialisé dans les droits civiques examine toutes les plaintes de passagers que nous avons clôturées ces 3 dernières années. Je veux que ce soit un cabinet avec lequel nous ne travaillons pas déjà, et qui nous dise ce qu'il en est. Nous ne voulons rien entendre. Marcus n'a rien noté. Il n'en avait pas besoin. Il était avec elle depuis 6 ans. Il connaissait son intonation. Il la connaissait suffisamment bien pour savoir que lorsqu'elle donnait des instructions de cette voix, c'est qu'elle y avait longuement réfléchi et qu'elles étaient les bonnes. La voiture s'éloigna du trottoir. Maya regarda par la fenêtre les navettes des loueurs de voitures, les bus des parkings longue durée et les voitures qui tournaient en rond pour la prise en charge des passagers à l'arrivée. Elle pensa à toutes ces personnes dans ces véhicules, les milliers qui prendraient un vol Meridian Sky la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine. Et elle pensa à combien d'entre elles serait le problème de Caroline Bishop si la compagnie aérienne ne faisait rien. Le nombre était loin d'être négligeable. Il ne l'avait jamais été. C'était ce qui la hantait depuis des mois. Elle tourna la tête vers Marcus. « Nous allons le faire savoir haut et fort, » dit-elle d'une voix forte. « Nous allons publier un communiqué avant la diffusion de la vidéo. Nous allons reconnaître ce qui s'est passé clairement, sans langue de bois. » Formulation claire, sans malentendu, sans incident isolé. Nous allons expliquer ce qu'ont fait le commandant de bord et le chef de cabine, ce qu'ils auraient dû faire et les mesures que nous prenons. Nous allons publier les données des plaintes, agrégées, anonymisées, mais réelles. Nous allons solliciter un audit externe. Nous allons fixer une date limite pour le rapport de cet audit. Nous allons agir dans les 72 heures qui viennent, avant que quiconque ne nous devance, car l'affaire va éclater, qu'on le veuille ou non, et nous n'avons d'autre choix que de prendre les devants ou de subir le débat. Marcus la regarda. Tu sais ce que le conseil d'administration va dire. Je sais exactement ce qu'il va dire. Je m'en occuperai. Les compagnies d'assurance vont réagir. Elles vont réagir. Mais elles ne dirigeront pas ma compagnie. Il faillit sourire. Il s'en abstint, car il la connaissait suffisamment pour savoir que son sourire ne serait pas réciproque. « Et toi ?» demanda-t-il. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. La voiture s'était engagée sur l'autoroute. Le soleil matinal était dur et éclatant. Elle repensa à un Cessna survolant un champ de coton il y a 36 ans et aux mains de son père sur le manche, et au moment où elle avait décidé de ce qu'elle allait faire de sa vie. « Je vais bien, Marcus. Je vais bien depuis longtemps. La question ne m'a jamais concerné. » La vidéo fut diffusée le lendemain matin. Ranata Cole ne l'avait pas publiée elle-même. Elle avait agi avec plus de prudence. Elle l'avait transmise par la voie hiérarchique au bureau du PDG de Meridian Sky, accompagnée d'une lettre sur papier à en-tête de son entreprise, horodatée à 16h19, heure du Pacifique, le jour du vol. Lorsque l'équipe de communication de Maya publia le communiqué de la compagnie aérienne à 7h le lendemain matin, la compagnie disposait déjà de la vidéo, des témoignages, des données du manifeste, des enregistrements des cartes d'embarquement, du rapport d'anomalie concernant le manifeste de cabine et de l'historique des échanges entre les agents d'embarquement et le monsieur âgé qui avait été mis à l'écart avant Maya. L'affaire ne leur avait pas échappé. Elle avait éclaté parce que la compagnie aérienne l'avait divulguée. Le communiqué comptait 100 mots. Le communiqué a nommé l'incident, le vol et le comportement des passagers. Il n'a pas nommé les employés, l'enquête étant toujours en cours, mais a décrit leurs agissements en termes clairs et précis. Il a reconnu que la directrice générale était la passagère concernée et que ce n'était pas une coïncidence.
Il a également reconnu que la directrice générale avait embarqué sous un nom sans lien avec sa fonction, dans le but précis d'observer le traitement réservé aux passagers n'occupant pas de poste de direction. Le communiqué a reconnu que ces observations s'inscrivaient dans un ensemble de plaintes reçues par la compagnie et restaient jusqu'alors sans solution structurelle. 4 mesures ont été annoncées. Une enquête externe immédiate, menée par un cabinet mandaté par Mia la veille. La mise en congé administratif du commandant de bord, du chef de cabine et de l'agent d'embarquement impliqué. Un audit complet de toutes les plaintes passagers classées des 3 dernières années, réalisé par un cabinet indépendant, et la publication, sous 90 jours, de données agrégées sur les plaintes, ventilées par itinéraire, par fonction et par profil démographique des passagers, avec des mises à jour trimestrielles sur le site web des relations investisseurs de la compagnie. La réaction du conseil d'administration fut différente de ce qu'il craignait. Le cours de l'action a chuté. L'action a chuté de 1,5% durant les 2 premières heures de cotation. Elle s'est redressée en fin de journée et a clôturé en hausse de 0,2%. À la fin de la semaine, elle affichait une progression de 3,5%. 2 analystes du secteur, qui avaient passé la matinée à préparer des notes de dégradation, les ont retirées à l'heure du déjeuner. L'un d'eux a publié un article de suivi avant la fin de la semaine, arguant que la compagnie aérienne venait de démontrer en temps réel un niveau de responsabilité opérationnelle qui servirait désormais de référence à l'ensemble du secteur. La vidéo est devenue virale malgré tout. Elle l'aurait toujours été. Mais elle l'est devenue après que la compagnie aérienne eut déjà révélé son contenu, ce qui signifiait que l'histoire ne portait pas sur les actes de la compagnie, mais sur la réaction qu'elle avait décidé d'en avoir. La mise à pied administrative du commandant Richard Hammond s'est transformée en licenciement 3 semaines plus tard, après la publication des premières conclusions de l'enquête externe. Il a fait une demande d'allocation chômage. Il n'a pas porté plainte pour licenciement abusif. Son avocat lui avait conseillé, après avoir visionné les images, qu'il n'y avait pas lieu de déposer de plainte. Il n'a plus jamais volé sur des vols commerciaux. Il s'est installé dans une petite ville de l'Idaho et, selon un ancien collègue qui connaissait quelqu'un qui le connaissait, passa les 2 années suivantes dans un état de honte silencieuse et déconcertée, qu'il semblait incapable d'exprimer à ceux qui tentaient de lui en parler. Caroline Bishop fut également licenciée. Son cas prit plus de temps car l'enquête portait non seulement sur les événements du vol 1142, mais aussi sur les 4 plaintes antérieures figurant dans son dossier et 7 autres plaintes apparues lors de l'audit. Elle ne fit pas appel. Elle quitta Atlanta. Personne, en dehors de ce foyer, ne saurait jamais si elle avait jamais réfléchi à ses actes dans le calme de sa maison, au beau milieu de la nuit. Walter, l'agent d'embarquement, se vit proposer un départ encadré avec formation et réaffectation. Il accepta. Le monsieur âgé à la canne, Theodore Whitfield, reçut un appel personnel de Maya le même après-midi. Le lendemain matin, il prit l'avion en première classe pour Seattle, chez sa fille. La semaine suivante, il envoya à Maya un mot de remerciement manuscrit. Maya le conserva sur son bureau. Le cabinet de Ranata Cole fut retenu pour une étude structurelle. Un examen a été mené. Cet examen a duré 11 mois et a abouti à 143 recommandations. La compagnie aérienne en a mis en œuvre 138 en 18 mois. Les 5 restantes ont été modifiées et appliquées en 24 mois. La petite fille d'Edward Caldwell, l'homme qui s'était levé du siège 2D, âgé de 15 ans, a reçu une lettre personnelle de Maya lui proposant un mentorat et une introduction au programme Meridian Sky Cadet à ses 18 ans. Elle a accepté les 2 propositions. La Fondation pour l'aviation de Greenwood, dans le Mississippi, qui avait envoyé 11 jeunes de Delta en école de pilotage au cours de ses 4 premières années d'existence, en a envoyé 37 au cours des 2 années suivantes. Cette expansion a été financée en partie par un don personnel d'un client de longue date de Meridian Sky qui a souhaité rester anonyme. Mia connaissait son nom, mais elle ne l'a pas révélé. 6 mois après ce mardi matin, Mia a embarqué à bord d'un autre vol. Celui-ci était différent. Il s'agissait du vol inaugural d'une nouvelle liaison entre Atlanta et Jackson, dans le Mississippi, avec une correspondance pour Greenwood. L'appareil était un jet régional. Le commandant de bord était un Emani Boyd, une femme de 31 ans, et la 2e diplômée de la Fondation de Greenwood à devenir commandante de bord sur une compagnie aérienne commerciale. Maya se tenait à l'avant de la cabine pendant l'embarquement et serrait la main de chaque passager. Voici ce sur quoi je souhaite que vous réfléchissiez, et j'attends votre réponse sincère dans les commentaires. Je ne parle pas de Maya, ni de Hammond, ni de Caroline, ni du dénouement, mais de la cabine.
Je parle de l'instant précis où, juste avant que tout ne s'arrange, une femme, assise à un siège, s'est vue dire qu'elle n'avait pas sa place, sous les yeux de 147 personnes. Qu'auriez-vous fait? Si cette histoire vous touche, partagez-la, car c'est le débat qu'elle suscite qui compte. Abonnez-vous, likez, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.